Bonjour mon ami. Comment vas-tu aujourd'hui? Approche avec moi près de cette fenêtre et regarde-moi ces Pyrénées avec cette aube qui se déploie. Avant que je ne parte, appelé par Paris, notre gouvernement, j'ai fait en sorte que toi et ta famille ne soyez plus dans ce donjon, mais dans cet appartement royal, quoique austère et exigu, pour qui connaît les grands espaces. Vous mettriez en mon pouvoir toutes les richesses de la France, que je les donnerais pour acheter la mort. Après 17 années de combat contre la France, l'émir Abdelkader rend les armes le 24 décembre 1847. L'exil s'impose pour celui qui n'a pu défendre sa terre et les siens. Dans la matinée du 25 décembre, le vapeur L'Asmodée quitte le port de Mers el-Kébir et arrive à Toulon par une mer déchaînée. L'émir et les siens sont emprisonnés au fort Lamalgue, non loin de l'île Sainte-Marguerite, où certains des leurs sont déjà retenus, les captifs de la Smala, prise quelques années auparavant, le 16 mai 1843. Le traité de reddition signé avec le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, en présence du général Lamoricière, stipulait qu'en échange de sa soumission, l'émir devait rejoindre l'Orient. Mais à Toulon, c'est l'attente. La reddition d'Abdelkader marque officiellement la fin de la résistance algérienne. La présence française se consolide, mais tout au long du XIXe siècle, les tribus continuent de se soulever et les insurgés condamnés à la déportation s'entassent dans la prison de cette île. Et c'est au pied de la forteresse que sont inhumés les premiers morts musulmans en terre française. Des pierres délimitent des tombes en forme de cercle, quelques 200 sépultures ne portant aucun signe. Des sépultures anonymes, oubliées dans une forêt de pins et d'eucalyptus. Au printemps 1848, l'émir et les siens quittent enfin Toulon. Ils sont transférés jusqu'à Sète, puis de Sète à Toulouse par le canal du Midi, accompagnés par le colonel Daumas, émissaire du gouvernement. Empruntant la route des Pyrénées, le convoi arrive à Pau le 29 avril 1848. Les émeutes de février ont mis fin à la monarchie de juillet, et c'est Lamartine, membre du gouvernement de la Seconde République, qui suggère ce transfert. La question de la reddition de l'émir est entre les mains d'hommes nouveaux. Le cortège entre dans la ville par une nuit pluvieuse. Un enfant est mort pendant le voyage, un autre décédera le lendemain de leur arrivée. On parle de 90 personnes composant la petite communauté algérienne, mais le chiffre est incertain. Il y a longtemps que nous portions en nous un projet de théâtre autour de la figure de l'émir Abdelkader. Nous en avions souvent différé la réalisation. Peut-être nous sentions-nous écrasés par la dimension du personnage. Les lieux peuvent être une porte d'accès, la fameuse magie du lieu. Et en choisissant de la longue vie de l'émir, l'épisode de son exil à Pau, il nous a semblé qu'au château, nos questions allaient s'imprégner de l'esprit du temps et notre personnage allait, peu à peu, s'incarner. Au moment où l'émir Abdelkader apprend qu'il va, lui et les siens, vont être transférés au château de Pau, il comprend que quelque chose se passe. Il sent que cette parole qu'on lui avait donnée va être trahie. Car l'émir sent à ce moment-là qu'il est victime d'un parjure.
Un parjure d'autant plus douloureux qu'il ne dit pas son nom. Ce château de Pau est certainement moins lugubre que l'a été le fort La Malgue, mais il reste tout de même une prison. Cette maison qui est éloignée de Paris, éloignée également des ports de la Méditerranée, sera peut-être la plus digne et en même temps la plus sûre pour recevoir l'émir dont on craint encore beaucoup. Les souvenirs des défaites qu'il a pu infliger aux Français sont encore très importantes. Elles sont gravées dans une certaine mémoire nationale et les promesses qui ont été formulées, qui ont été faites par les Français ne pèsent pas lourd face à ces craintes. Mais la vraie histoire commune des Français et d'Abdelkader commence d'une certaine façon, en tout cas elle se renouvelle à Pau. Et on peut réellement considérer que là, l'émir, pour une population française restée en France, l'émir peut être côtoyé de plus près. Et il n'est pas simplement une lithographie aperçue sur un journal. Hein, c'est un être de chair et d'esprit qui est vivant, enfermé dans ce château qu'on considère un petit peu comme le joyau de la ville. Au XIe siècle, le château n'est qu'une simple tour carrée fondée par les vicomtes du Béarn. Aménagée au XIVe siècle par Gaston Phébus dit Gaston le Croisé, la bâtisse tire sa gloire du combat contre les musulmans d'Espagne. Et voici qu'en ce printemps 1848 vient y séjourner un infidèle. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce spectacle? Qu'est-ce qu'on va dire? L'état dans lequel il est, il faut que ce soit un état que l'homme de la rue puisse avoir touché une fois dans sa vie. La déprime, le fait d'avoir tout perdu. C'est ça qui rend un personnage intéressant. S'il est parfait, si c'est une icône, si c'est un dieu, un saint, c'est pas un être humain. Dans les premiers temps, la municipalité est très hostile à ce projet. Une lettre est envoyée au ministre de l'Intérieur et on suggère aux citoyens ministres que plutôt que le château de Pau, qui est finalement très mal défendu, et donc un saut de puce permet de s'élancer vers l'Espagne et donc de gagner d'autres climats, plutôt que le château de Pau, le gouvernement jette son dévolu sur le château de Lourdes. Château de Lourdes, qui est un nid d'aigle, beaucoup plus escarpé et donc, disait-on, beaucoup mieux défendu. La décision du gouvernement est néanmoins faite et l'émir restera au château de Pau. Donc qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il est entre les mains de la France? Donc Guizot se dit, mais nous ne pouvons pas ne pas respecter ce traité de reddition. Mais on va faire une tentative. C'est à ce moment-là qu'il envoie donc le colonel Domat au fort La Malgue avec une mission précise. C'est d'essayer de faire revenir l'émir Abdelkader sur les clauses du traité de reddition. Cependant, c'est aussi un soldat, et donc il va obéir à ses supérieurs et mettre en place un stratagème pour essayer d'influencer et d'amener l'émir Abdelkader à dire et à écrire des choses qu'il ne voulait pas écrire. Enfin connaisseur de nos sociétés et de nos mœurs, le colonel Domat est chargé de surveiller mes dispositions morales. Lui, le bon soldat, dont le rôle est de suivre les consignes de son gouvernement et d'éviter que j'apprenne le français. Donc au bout d'un certain nombre de jours, le colonel Domat tentant tout ce qui est en son pouvoir et avec son génie très particulier pour essayer de faire revenir l'émir Abdelkader sur sa parole, sur la parole qu'il a donnée. Et donc à ce moment-là, au bout d'un moment, il se dit il n'y a rien à faire. Et il écrit cette fameuse lettre à Guizot directement, donc président du Conseil, Premier ministre donc, de l'époque, dans laquelle il dit il n'y a rien à faire, l'émir Abdelkader ne veut rien de ce monde. Car effectivement, l'émir répétera toujours la même chose. Mon rôle est fini, je n'ai plus rien à faire avec la politique, je suis comme un homme mort. Tiens, Domat. Tandis que la poésie est chez nous le don d'un petit nombre, le privilège de quelques esprits, une fleur exquise et rare qui n'appartient qu'à une certaine espèce de sol, chez les Arabes, elle est partout. Elle anime à la fois, dans le pays par excellence de l'espace, du soleil et du danger, les spectacles de la nature et les scènes de la vie humaine.
C'est un trésor auquel tous viennent puiser, depuis le pasteur dont les troupeaux disputent en un sol brûlant quelques touffes d'herbes fleuries, jusqu'au maître de la grande tente qui galope au milieu des goums bruyants sur un cheval richement harnaché. D'accord. Ah ouais. La chambre de qui, ça? Ça, je crois que c'est la chambre de Jeanne d'Albret. Et le lit, donc, c'était son lit? Ouais. C'était la mère d'Henri IV. Ouais. Le berceau d'Henri IV. La fameuse carapace. Hein? La carapace de tortue qui avait servi pour Henri IV. Ah oui, ça. C'est là. C'est là qu'il habitait. Bon, ben, on va quand même fouiller un peu plus, hein? On peut tout imaginer comme il n'y a pas de traces. De toute façon, hein? C'est parce qu'on le sait. Ça, c'est parce qu'on le sait que c'était ici, mais à part ça... Abdelkader était tout d'abord, semble-t-il, conduit au donjon pour y passer ses nuits, cependant qu'il était invité à gagner sa chambre, qui était plutôt un salon, dans la journée. Mais très rapidement, on se rend compte que cette organisation n'a pas tenu. Il en est en quelque sorte de la captivité d'Abdelkader comme de la vie elle-même de ce château, où chaque salle a une destination extrêmement définie, voire rigide. Et en réalité, dans l'histoire quotidienne du monument, on se rend compte que jamais la salle dévolue à telle ou telle fonction n'a réellement tenu cette fonction. Règlement intérieur. Consigne. Article 1er. La porte d'entrée du château est formellement interdite à toute personne étrangère au château. Sont exceptées de cette disposition les autorités civiles et militaires de la ville de Pau qui devront être conduites chez le commandant supérieur lorsqu'elles se présenteront. Un poste de 29 hommes, sergents et caporaux compris, formera la garde du château. 4 sentinelles destinées à surveiller les localités occupées par l'ex-émir, sa famille et sa suite, seront placées de jour, l'une à la porte principale, l'autre devant les armes, la 3e auprès du grand escalier, la 4e au second étage à la porte d'Abdelkader. Une 5e sentinelle sera posée la nuit sur la terrasse, à l'angle des appartements où sont établis les Arabes. L'entrée des appartements, occupés par Abdelkader, sa famille et sa suite, est formellement interdite à tout le monde sans exception. Nul ne peut voir l'ex-émir sans être accompagné par le colonel Doma ou le commandant supérieur. Le commandant militaire est celui qui est chargé de faire respecter les consignes de sécurité. Et pourtant, c'est ce commandant militaire, un certain Saragossa, qui va ouvrir en quelque sorte les portes psychologiques surtout, les portes du cœur, d'une certaine façon, à cet émir en captivité dans le monument dont il est chargé sur le plan militaire. Et Saragossa va réserver un accueil d'officiers, un accueil de militaires respectueux
à ce grand chef de guerre qu'est Abdelkader. Et il va naître entre les deux hommes une réelle amitié, une amitié très, très proche. On peut dire que Saragossa a contribué à ce que Abdelkader s'ouvre en quelque sorte à ceux qui étaient théoriquement chargés de le surveiller et de le retenir ici dans cette forteresse. Abdelkader et les siens occupent les appartements du 2e étage de l'aile sud du château. Les domestiques sont installés au 3e étage. Le château avait été restauré et richement meublé par le roi Louis-Philippe. Aussi, par crainte des dégradations, le régisseur de la demeure prend soin de faire retirer les meubles de valeur, de rouler et ranger les tapisseries. On raconte dans les différentes relations de voyage en pays béarnais que les coutumes des Arabes sont repoussantes. Tournant délibérément le dos aux Pyrénées, l'émir passe de longues heures à méditer et à étudier, de longues heures ponctuées d'audiences qu'il accorde à ceux et à celles qui le sollicitent. Abdelkader a séduit aussi toute cette population par son exquise politesse, sa politesse exquise. C'est-à-dire que voici un homme qui vit une infortune terrible et qui trouve toujours le moyen d'avoir un mot aimable pour chaque dame venue le voir, pour le moindre des petits notables, car tous ne sont pas finalement de très grande importance, qui le rencontrent. Et on en est littéralement charmé. Si on s'en tient au Mémorial des Pyrénées, qui est le journal local donc à Pau, dont le directeur ne le cache pas d'ailleurs, Patrick O'Quinn ne cache pas son admiration pour l'émir Abdelkader. Il fut un des premiers visiteurs, parce que l'émir, à peine arrivé, reçoit des visiteurs. Certaines visites lui sont imposées et d'autres sur autorisation, car l'émir, de la même manière qu'il ne voulait pas être considéré comme un hôte et comme un véritable prisonnier, n'attendant que sa libération, il ne voulait pas non plus être comme un animal en cage. En effet, la presse locale ne manque pas de faire une large part à celui qu'elle nomme l'illustre captif. Cet intérêt prend la forme d'un feuilleton populaire, le feuilleton d'Abdelkader. Mais l'émir, qui est aussi un homme politique, cherche des relais pour faire valoir sa cause. Il consent à quitter sa chambre et fait organiser un dîner pour quelques invités de la bourgeoisie locale. Parmi ces derniers, Patrick O'Quinn. Et ce Patrick O'Quinn est en réalité le fer de lance, très rapidement, du mouvement bonapartiste, du parti bonapartiste qui se développe et qui, à grandes enjambées, va s'emparer du gouvernement de la République. Napoléon III, très rapidement, a vu le parti qu'il pouvait tirer des promesses non tenues à Abdelkader. Et il a favorisé, en quelque sorte, ce mouvement d'adhésion de l'opinion, d'une certaine opinion, à l'émir, avec des comparaisons tout à la fois généreuses et avantageuses. Napoléon à Sainte-Hélène et Abdelkader à Pau. Vous voyez tout le parti que le parti bonapartiste peut tirer de ces rapprochements. Voilà, une scène déchirante eut lieu dans l'appartement d'Abdelkader où étaient entrés ses frères. Je suis captif, au mépris du droit des gens, et l'on attire ma famille. Je n'aurais jamais cru que la nation française fût descendue au point de prendre les hommes au piège, comme font les enfants pour les petits oiseaux. Dieu sera notre juge et les inscrira pour une dette. Abdelkader ne pouvait admettre qu'il y eût ainsi, suivant son expression, une trahison ajoutée à une trahison. C'est la souffrance morale. Il est important de rappeler que l'émir Abdelkader et ses compagnons souffrent. C'est peu dire qu'ils souffrent, puisque on le sait sur la centaine de compagnons qui vont être avec lui pendant ces 5 années de captivité, un tiers vont mourir. Donc les rapports sont clairs. S'il y a effectivement une difficulté à s'acclimater, à s'adapter à ce temps, à l'atmosphère locale, etc., il y a surtout une souffrance mentale. On parle justement de comment réduire cette souffrance mentale, justement en rendant plus facile, plus vivable en tout cas, les conditions de captivité.
Et à Pau, il faut le rappeler, c'est que cette souffrance a été d'autant plus forte que l'émir souffrait pour lui-même et pour les siens. Peu de sources font référence à la présence des femmes, ou alors sur le mode de l'insolite. Ainsi lit-on que l'émir est accompagné de 60 épouses et domestiques. Parmi celles que l'on nomme les sultanes captives, il y a la mère de l'émir, Zora, les 3 épouses dont la première, Kéra, et les enfants de chacune d'entre elles. Peut-on imaginer la responsabilité de celui qui a rendu les siens captifs et livré les femmes au regard de l'étranger ? Les jours sont ponctués d'attentes, d'espoir et d'accablement. Entre la cuisine, l'éducation des enfants, les soins donnés aux malades, les femmes assistent au spectacle d'hommes reclus, hier combattants, aujourd'hui prêts à se donner la mort. Étant donné que les musulmans, les compagnons de l'émir étaient gardés par des hommes armés, c'est clair, s'il y avait eu la moindre action de leur part, ils allaient vers un suicide. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, entendre parler de suicide. Mais il est vrai que le colonel Doma en parle. L'émir lui dit, mais est-ce qu'elle n'est pas, comment dire, interdite par ta religion? Et l'émir répond simplement, mais écoutez, nous sommes victimes d'un parjure. Qui nous dit que demain, vous ne nous obligerez pas à abandonner notre religion? Et si vous nous imposiez à abandonner notre religion, le suicide alors devient légitime. Donc lui n'est pas tenté par le suicide, encore moins par le suicide collectif. Il s'emploie au contraire à calmer un risque de suicide et d'ailleurs de sédition, puisque le programme du désespoir aurait été d'assassiner les gardes et ensuite de se donner collectivement la mort. Abdelkader manifeste une vive satisfaction en apprenant que le général Lamoricière est nommé ministre de la guerre. Dans une lettre du 8 juillet, il lui rappelle les termes de son engagement. Mais la lettre reste sans réponse, et le nouveau ministre fait interdire toute visite et toute correspondance. Le moral de la petite communauté algérienne est au plus bas, ce qui fait dire à l'émir « L'homme est comme un miroir. Le miroir reflète l'image du ciel quand il est net. L'esprit ne se nourrit de grandes pensées que quand il est libre. Je ne puis, dans l'état de captivité où l'on me retient, nourrir d'autres pensées que celles de ma douleur. » En ce début de l'été 1848, un nouvel enfant meurt. Elles sont touchantes, ces tombes. Les tombes, ce qui est touchant, c'est qu'elles sont entretenues. Elles sont fleuries. Alors qui les fleurit? C'est la question que je me suis posée, tu vois. Et puis c'est bizarre parce qu'elles m'ont transporté aussi dans le temps, ces tombes. Alors on peut imaginer ce personnage qui doit être terriblement déchiré et partagé entre cet Orient qu'il devine, ce Sud qu'il devine, qui est au-delà de ces Pyrénées. Et alors c'est vrai que les Pyrénées totalement embrumées ne peuvent que stimuler un imaginaire.
dans les Pyrénées, dans les contrées reculées, il y a une fonction de micro-société montagnarde et rurale, un fonctionnement qui est presque encore médiéval et qui fait penser, notamment parce qu'il y a beaucoup de bergers, etc., à cette image d'un Éden, d'une Arcadie heureuse, cette image des temps bibliques. Et c'est vrai que l'image romantique de l'autre et de l'ailleurs, et a fortiori l'image de l'Orient, vient se superposer à cette idée d'antiquité vivante. L'exotisme des Pyrénées au XIXe siècle repose sur le fait que c'était une porte possible vers l'Orient. Alors c'est l'Afrique, c'est ces couleurs ocre, ce miroitement, cette palpitation incertaine dans les brumes de chaleur. Et c'est vrai que c'est tout un imaginaire qui a été nourri par les images, les récits qui ont été produits à partir du renouvellement des relations diplomatiques avec l'Orient. Et en fait, c'est un Orient perçu par l'Occident qui amène, on pourrait dire, une connaissance d'ordre ethnographique. En fait, on connaît tous ces signes forts, ces objets usuels, etc. Mais on n'a peut-être pas appréhendé la dimension psychologique, culturelle, aussi mentale de l'autre. Abdelkader à Pau, c'est un petit peu ça, c'est que c'est une réalité dure, triste, une réalité vécue intérieurement par un homme qui se replie sur ses pensées, qui est réduit à imaginer, à conjecture par rapport à ce qui peut résulter pour son peuple. Et puis cet homme, c'est aussi une image, une représentation, une effigie qui compte énormément aussi dans la conscience française. Nous avons ici le témoignage du passage d'Abdelkader au château de Pau, et c'est réellement l'un des seuls témoignages de sa présence. C'est un témoignage posé avec ce dessin qui a servi à l'établissement d'une lithographie. La lithographie était elle-même destinée aux amis d'Abdelkader pour, en quelque sorte, fédérer autour de son portrait le soutien qui lui était apporté. Et le dessin lui-même est l'œuvre d'un ami d'Abdelkader, quelqu'un qui a cultivé l'amitié très poussée sur le plan particulier de la mystique, de la prière partagée avec l'émir prisonnier. Ce dessinateur amateur, c'est Charles Hénard, un homme très cultivé, qui, dans ces années, s'intéresse au sort d'Abdelkader et peu à peu gagne sa confiance au point d'être introduit jusque dans ses appartements et de pouvoir, au cours vraisemblablement de plusieurs séances de pause, prendre le portrait. Abdelkader apparaît ici sous le crayon de son ami, mais il apparaît aussi comme l'émir résigné qui puise dans les ressources de sa mystique personnelle et de son lien privilégié avec l'au-delà, la résignation devant l'infortune qui lui est faite. Comment est-ce qu'on peut construire une mémoire si on n'a pas de traces en fait, de l'émir Il y a un manuscrit conservé à la bibliothèque municipale de Pau, qui est celui d'un artiste, un certain Gustave Houbigan. Ce personnage donne des témoignages de première main sur Abdelkader et sur précisément la curiosité qui entoure la présence de l'émir. Et on voit en particulier que la gravure a été connue, puisque dans le manuscrit d'Houbigan, elle est collée précisément à la page où il est question du portrait. La curiosité réelle que beaucoup éprouvent pour Abdelkader se transforme en une véritable quête. Et le personnage qui approfondit, qui va très loin dans la recherche mystique, entraîne dans son sillage des hommes de toute confession.
sans que chacun renonce naturellement à ses propres convictions. Donc parmi les visiteurs prestigieux qui se rendent au château de Pau figure Monseigneur Dupuche, qui était donc le premier évêque d'Alger. Et lorsqu'il se rend à Pau, ça va être la première fois qu'il va avoir en face de lui cet homme qu'il a connu plusieurs années auparavant à travers des échanges épistolaires. Et donc il y a un choc chez lui. D'abord une nostalgie, puisque c'est un homme qui a quitté l'Algérie, qui n'y retournera plus, et qui voit donc là ce fameux Abdelkader et cette famille, parce qu'il va aussi rentrer en contact avec sa famille, etc. Il est touché de pouvoir voir ce microcosme musulman algérien, pas très loin de chez lui, puisqu'il est originaire de Bordeaux. Dans un premier temps, les hommes de religion sont toujours un peu prosélytes. La première réaction de Monseigneur Dupuche, c'est de se dire « mais c'est un homme de cœur, c'est un homme de bien, c'est un homme sincère. Certainement, si je reste quelque temps, je vais lui faire découvrir le christianisme et il va nous rejoindre. » Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, Monseigneur Dupuche s'aperçoit que quelqu'un peut être un homme de cœur, un homme de bien et un homme sincère sans nécessairement quitter ses convictions premières. Et donc l'amitié va s'établir entre Monseigneur Dupuche et l'émir Abdelkader dans le respect de leur identité réciproque. Car si l'émir est prisonnier, il n'en reste pas moins un homme du religieux. Il n'en reste pas moins un homme de l'esprit, de la spiritualité. Et il cherche dans ses visiteurs qui viennent à lui non seulement des relais pour plaider sa cause, pour sa libération, mais il cherche aussi des êtres avec qui échanger sur l'essentiel. Tout de suite, donc, Monseigneur Dupuche a voulu intervenir en faveur de l'émir Abdelkader et il a écrit un livre qui est une supplique adressée à l'empereur Napoléon III. Et dans ce livre, il évoque le combat de l'émir Abdelkader et il insiste sur le fait que l'émir avait tenu sa parole dans les différentes occasions où il avait dû avoir des accords à établir avec les Français. Et il dit, je crois pouvoir m'engager fermement sur une attitude de confiance par rapport à l'émir Abdelkader. Vous pouvez le relâcher. En tout cas, c'est pas facile de trouver ce personnage parce que c'est une icône, quoi. Qu'est-ce qui crée l'icône? C'est pas celui qui est l'icône, c'est les autres qui Oui, créent mais nous, il va l'icône. falloir qu'on trouve des failles dedans, tu vois, parce que il faut quand même le rendre humain pour le public, tu vois, parce que sinon, on raconte que c'est un homme pieux, merveilleux. À 15 ans, il savait lire le Coran. Enfin, c'est un saint. Et c'est quoi? Je pense pas que ce soit un saint. Ah non, c'est pas un saint, c'est pas un saint, il s'est battu, il a coupé des têtes et tout, c'est pas un saint. Et on n'arrive pas, en tout cas ici à Pau, on voit pas cette humanité. On voit une dépression, peut-être que c'est par là qu'on va trouver une certaine humanité. Pau, c'est le lieu du présent. Mais c'est pas seulement ce qu'il a dans la tête, il n'est pas seulement dans Pau dans sa tête. Donc je crois qu'il faut aussi essayer de trouver ce qu'il a dans la tête. Puis quels sont ses rapports. Il y a eu avec ses proches chez lui qui le soutiennent toujours, mais qui sont là, qui le soutiennent comme sur une estrade, enfin sur un toit. Et puis malgré tout, c'est quelqu'un qui s'écroule. Tu es l'incarnation d'un grand sentiment religieux et dans ton pays, c'est le seul sentiment politique qui unisse les tribus. Par ton prestige, ta foi, ton éloquence, les batailles que tu as livrées, par les succès que tu as remportés, tu es devenu le vivant symbole d'une idée. Tu as voulu organiser sous tes étendards ces tribus instables par l'appel à la guerre sainte. Tu as échoué. L'émir Abdelkader, de toute façon, ne se situe pas par rapport aux événements mondains. Il ne se situe que par rapport à Dieu. Alors, vous me direz, mais est-ce qu'il n'a pas la sensation, finalement, d'abandonner l'Algérie, comme vous dites, au moment où ça devient de plus en plus dur? Je crois que pour un spirituel, les questions ne se posent précisément pas comme ça. Il y a ce que Dieu veut, et si dur que ce soit, ou que ça puisse paraître, eh bien c'est à ça qu'il faut se plier. Et je crois que l'émir, en fait, est rentré au combat l'amour dans l'âme, parce que c'était pas sa nature et qu'il il n'avait jamais souhaité. Il s'en est retiré, je dirais pas content, parce que je pense qu'il était conscient des difficultés qui allaient attendre l'Algérie, mais en même temps il s'en est retiré parce que il devait le faire.
à la base, déjà, l'émir Abdelkader est une figure paradoxale. Il est né dans une zaouïa, donc une école d'éducation religieuse et d'initiation spirituelle. Il était voué à une carrière religieuse, à vivre dans l'ombre du Père et dans le silence de l'étude. Et du jour au lendemain, il se retrouve à la tête de tribus, d'un État, comme commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Du faqir, c'est le nom du disciple dans une zaouïa, il devient Amir, prince des croyants. Donc déjà là, il y a un paradoxe, un choc pour l'émir. Il n'a jamais voulu, Abdelkader al-Hassani, de son vrai nom, n'a jamais voulu approcher la politique, n'a jamais voulu approcher le pouvoir. Il y a été contraint. Et il y répond donc par respect de la parole du père, son père qui l'a mis en avant, et par le respect de la parole et de la loi religieuse. Il est clair que le soufisme de l'émir Abdelkader, ce n'est pas quelque chose qui est apparu sur le tard. C'est quelque chose qui a nourri son enfance et qui fait partie de ses racines. Alors après, ça a été un petit peu occulté extérieurement, pendant la période où il s'est consacré à la guerre et à la défense de l'Algérie. Alors pendant cette période-là, il va occulter sa vie spirituelle, au moins au regard extérieur. Mais ça ne veut pas dire que sa vie spirituelle a commencé après la guerre, non. Sa vie spirituelle a commencé très tôt, chez l'enfant presque qu'il est encore une fois le fils d'un shir de Zawiya, qui a lui-même des disciples, qui transmet la voie, qui transmet l'enseignement propre à la voie. Et une fois que cet épisode guerrier aura pris fin, il va s'empresser presque non pas de l'oublier, mais en tout cas de le mettre de côté pour se reconsacrer à nouveau à ce qui fait sa vie, c'est-à-dire à l'enseignement et au fait et à la méditation et en définitive à l'accès à Dieu, hein, si on peut parler simplement. Comme vous avez pu le discerner dans le miroir de notre conversation, je n'étais pas né pour être un guerrier. Il me semble que je n'aurais jamais dû l'avoir été, ne fût-ce qu'un seul jour. Et pourtant j'ai porté les armes toute ma vie. Que les desseins de la Providence sont mystérieux. Et c'est effectivement un personnage qui va représenter très rapidement une forme de lieu de rencontre d'opposés. Il a toujours cette attitude d'accueil de la différence. On le sent dès le départ avec ses visiteurs qui viennent à lui, très différents. Donc on a dit un protestant, un catholique, des pauvres gens, des simples gens, des militaires, etc. Et à chacun, il va faire cet effort d'aller vers lui, de le comprendre et surtout de donner l'impression à l'autre de l'avoir compris. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, nous avons des témoignages de personnages très différents, mais qui parlent d'une même personnalité qui a été caractérisée par son humanité. Ce qui est super intéressant, tu vois, c'est que dans tous ces bouquins-là, c'est qu'on ne dit que du bien de lui. Non, mais c'est quelqu'un qui a été droit jusqu'à sa mort. Au terme d'une captivité de 5 années, l'émir rejoint enfin l'Orient et s'établit à Damas. En 1860, encouragés par la passivité des autorités ottomanes, des musulmans s'attaquent aux chrétiens de la ville. Abdelkader et les siens les protègent. Plusieurs milliers d'entre eux échappent au massacre. L'émir n'est pas un humaniste, c'est un musulman. Alors, on a voulu, pour preuve de son humanisme, l'attitude qu'il avait eue à Damas en sauvant les chrétiens de Damas. Mais c'est l'attitude d'un musulman. Le prophète dit de manière très claire, celui qui fera du tort à l'un de mes protégés, les protégés étant les juifs et les chrétiens qui vivent en territoire islamique, c'est moi auquel il aura affaire au jour du jugement. Après que l'émir se soit engagé pour protéger les chrétiens de Damas, il aurait sauvé 10 000 chrétiens de Damas. L'évêque d'Alger, successeur de Dupuche, écrit à l'émir pour lui rendre hommage pour cet engagement. Et l'émir répond en disant « Ce que j'ai fait pour les chrétiens,
je l'ai fait en raison de ma foi musulmane et des droits de l'humanité. Ceci est écrit en 1862. Je pense que c'est la première fois qu'on emploie le mot droits humains ou droits de l'homme dans son sens moderne, et c'est l'émir qui l'emploie. Parce que l'émir, les premiers visiteurs qui viennent à lui, comme le dira par exemple Charles Lénard, il dira qu'il y avait parmi nous, en parlant des visiteurs qui viennent le voir, des gens qui étaient remontés contre l'émir Abdelkader, qui avaient une image très négative. Ces mêmes hommes qui avaient le cœur dur, en arrivant devant l'émir, à l'issue de l'entretien, sont partis les larmes aux yeux. Donc on voit bien que dans la représentation négative, il y a comme la remontée de cette partie obscure de l'homme, mais devant la réalité d'un homme d'une douceur extraordinaire, d'une humanité très simple, là, comme le dira l'épouse de Charles Lénard, la glace fond. On a affaire à une autre réalité. C'est précisément la rencontre, c'est-à-dire le contact direct avec la réalité qui fait s'évanouir comme une illusion tous les stéréotypes et des années, des décennies et des siècles de préjugés. Abdelkader, c'était un esprit lumineux. Et si je devais associer une couleur à Abdelkader, je choisirais un orangé matiné de ton Havane. C'est-à-dire quelque chose qui réunit pour moi la perception de cette Afrique que j'aurais depuis le sommet du Cotiella dans les Pyrénées. Donc Abdelkader, pour moi, ce serait ça. Moi, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour l'émir Abdelkader depuis que je suis tout petit. Et sans raison particulière, parce qu'on nous l'a toujours présenté comme une espèce de chevalier arabe, un peu magnanime. Et moi, c'est cette image d'Épinal que j'ai gardée pendant des années. Et j'ai été très très surpris quand je me suis aperçu, pour la première fois de ma vie, quand j'ai vécu un petit peu à Damas, quand je me suis aperçu qu'il était enterré à côté de ce fameux grand maître de Sachir el-Akbar, dont il était devenu le voisin post-mortem. Et alors j'ai été très surpris de voir que ce chevalier finalement était plus qu'un chevalier. Et donc ça a été pour moi une source de joie, je dirais, double, de m'apercevoir que non seulement ça avait été effectivement l'incarnation du chevalier moyenâgeux dans sa version arabe, mais aussi un homme spirituel, parce que ça permet de voir que des hommes de cette trempe et de cette nature, justement, ne sont pas coupés en deux. Ils peuvent être tout à la fois. Ils peuvent être des spirituels, ils peuvent être des hommes de guerre, ils peuvent être des hommes de poésie. Ce sont des hommes parfaits. Donc ces personnages du passé, ce ne sont pas simplement des figures à étudier par amour de l'histoire, mais ce sont aussi des signes pour le temps présent et à mettre en valeur pour fonder une relation nouvelle entre chrétiens et musulmans ou entre Européens et Maghrébins. L'homme qui, dans la chute, dans le succès, garde toujours cette équanimité, cette force d'âme, j'allais dire, qui nous apprend qu'au bout du désespoir, il y a encore de l'espoir. C'est à mon avis cette dimension-là du personnage qui peut nous aider, nous, à mieux vivre individuellement et à espérer que finalement le sens de l'existence sur Terre, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement lorsqu'on étudie un personnage de cette force-là, c'est précisément de devenir humain. Et l'émir Abdelkader me donne le sentiment que c'est possible. Je pense que ce qui est important, c'est de faire connaître déjà ce personnage aux jeunes, particulièrement, qui ne connaissent pas. En fait, finalement, il fait partie de l'histoire de France. Oui. On ne l'étudie pas du tout dans les... C'est drôle, hein, c'est une amnésie, en fait. J'ai l'impression que c'est une amnésie de la France. Il y a trop d'histoires en France. C'est trop lourd comme mémoire. Et puis l'histoire entre la France et l'Algérie, c'est une histoire qui est assez compliquée aussi. Hein. Finalement, c'est le premier immigré en France. Enfin, c'est ramené de force. La transmission avait eu lieu.
si on le présentait comme un humaniste, un résistant, ça aurait pu présenter un personnage, ça aurait pu constituer un personnage d'identification qui aurait pu, par exemple, être présenté aux jeunes comme personnage à imiter, ou peut-être pas à imiter, mais un personnage qui pourrait les réconcilier avec leur généalogie. L'annonce d'un proche départ plonge la communauté de l'émir dans une profonde inquiétude. Nous-mêmes, nous voilà parvenus au terme de la quête. Et il apparaît au fond que l'enjeu de notre projet théâtral est de mettre en mots une histoire de génération liée par le silence. Ce silence fait partie de la mémoire. Et l'émir Abdelkader n'a jamais été raconté dans cette relation entre générations, etc. Mais en même temps, ça amène les jeunes générations à se poser des questions sur le silence de leurs parents. Et ce silence-là, je pense qu'il les émeut, il les touche, parce que précisément, ils se disent si je ne connais mes parents, particulièrement mon père, que par le biais du silence, ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière. Donc il y a à la fois cette empathie avec le père et en même temps une recherche à partir de ce silence. Nous avons tant parlé, mon cher Doma. Tant parlé. Et la fraternité a pris racine entre nous. Et maintenant tu nous quittes, toi qui étais à mes côtés, pour rendre compte de mes dispositions. Sache qu'en ce jour, ce sont de sombres dispositions. Enfin, tu es délivré. Tu ne pouvais être plus longtemps mon geôlier, n'est-ce pas? Le 2 novembre 1848, ordre est donné de quitter le château pour une nouvelle résidence. L'émir accepte enfin de regarder l'horizon des Pyrénées. Il visite les appartements royaux et face au berceau d'Henri IV, on l'entend murmurer « Puisse la bénédiction qui s'attache à cette maison me suivre dans ma nouvelle demeure. » Avant son départ, Abdelkader, qui est pauvre puisqu'il ne reçoit qu'une modeste pension pour subvenir à ses besoins, approche le curé de Saint-Martin et lui fait don d'une somme d'argent à distribuer aux pauvres. Parce que ce lieu où il a vécu doit être signé par sa charité de croyants et d'hommes de Dieu. Tu crois que quand il est parti d'ici et qu'il a béni le berceau d'Henri IV, tu crois que c'était pour rendre hommage au pays, à la France? Comment t'as perçu ça, toi? Quand tu repars, il doit avoir quelque chose d'apaisant en lui, d'avoir lâché prise sur quelque chose. Il n'avait jamais lâché prise sur l'idée qui irait en Orient, mais il a lâché prise quelque chose. Le cortège traverse la ville. Des notables l'accompagnent à cheval et en voiture vers la route de Bordeaux. L'émir salue de la main la foule qui s'est amassée pour le voir. À Bordeaux, il retrouve l'ancien évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, qui l'accompagnera jusqu'au château d'Amboise. Un grand banquet est donné par les notables de la ville en son honneur. L'embarquement se fait au son d'une musique militaire au milieu d'une foule curieuse. Le bateau descend l'estuaire de la Gironde, regagne la mer, puis l'embouchure de la Loire et enfin Amboise. L'émir et les siens vivront 3 longues années d'une captivité plus éprouvante que celle de Pau. Il leur faudra attendre la décision de Napoléon III pour que le voyage vers l'Orient ait enfin lieu le 11 décembre 1852.
Pour l'heure, surpris sur le seuil du château d'Amboise par le photographe Gustave Legray, Abdelkader semble méditer cette ironie tragique qui lui fait dire « Les Français ne savaient pas où me prendre, aujourd'hui, ils ne savent pas où me mettre ».